Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des gens inspirants, rayonnants et résilients et des gens qui vont partager leurs histoires de vie. Comme le dit un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand privilège d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Isabelle Saint-Sauveur. Bonjour Isabelle. Bonjour Alex, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie. Comment ça va? Très, très bien, merci. C'est un bel été qu'on a eu. Oui, c'est un bel été qui se poursuit. On est déjà en août 2024. Il reste encore quelques semaines d'été. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, pour ceux et celles qui écoutent l'émission à une des stations de radio. Ça va être diffusé à Radio Shalom, Radio Webfree et aussi éventuellement à CJMD, probablement. Et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, et ça va être aussi publicisé sur les réseaux sociaux, ça veut dire LinkedIn et Facebook. Vous pouvez me rejoindre en fin de compte sur Facebook Alex Saraf écrivain, sur LinkedIn Alex Saraf et mon courriel c'est Alex Saraf, S-A-R-R-A-F 341-341 et aussi ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous abonner. Je vous invite à tous et à toutes de vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, Isabelle Saint-Sauveur, tu es une autrice. Tu es l'autrice, en fin de compte, l'auteur qu'on dit aussi, du livre L'enfer d'une fille de rue, sans-abri, drogue, prostitution, violence, histoire vécue, qui a été publié chez Béliveau Éditeur et qui est un très grand succès. C'est un best-seller. Je le montre Oui, ici à l'écran. Donc, plus que 10 000 exemplaires vendus. L'enfer d'une fille de rue. Isabelle Saint-Sauveur, Béliveau Éditeur. Félicitations pour ce beau livre. C'est un bijou. J'en ai entendu parler à travers les années souvent. Et je me suis dit, ça serait génial de t'avoir comme invité à l'émission Témoignages de vie. Tu es aussi conférencière. Tu vas nous raconter ton histoire de vie. Tu as des diplômes universitaires. Le certificat, tu avais dit, comment ça s'appelle encore? intervention éducative en milieu familial et communautaire de l'UQAM. Parfait. Et tu as le baccalauréat en communication de l'UQAM, c'est ça? Mhm. Oui, Et tu as aussi la maîtrise. Tu es diplômé de la maîtrise. Tu as la maîtrise en études des pratiques psychosociales de l'UQAR, ça veut dire de l'Université du Québec à Rimouski. exactement. Félicitations d'avoir fait le certificat, le premier cycle universitaire, ça veut dire le baccalauréat en communication, puis la maîtrise en études des pratiques psychosociales. Bravo, on sait que dans nos jours, là, moi aussi j'ai le baccalauréat en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie. Dans le temps, on disait que à peu près 40% des gens ont le baccalauréat, 40% des Québécois, à peu près 5% ont la maîtrise, 5% des Québécois ont la maîtrise, puis à peu près 1% a le doctorat. Peut-être aussi aujourd'hui, c'est 3% qui ont le doctorat, là, puis 7 ou 10% qui ont la maîtrise. Donc, on va en parler de ton livre. Tu as été aussi dans les médias. Tu as passé à deux émissions de radio. C'est vraiment génial. Tu as Mhm. passé à Denis Lévesque il y a environ 4 ans et demi. Et hier soir, j'ai écouté les 30 minutes au complet de ton émission à Denis Lévesque parce que j'écoute pas des dernières années, j'écoute pas beaucoup de télévision. Parfois j'écoutais Denis Lévesque, mais dans le temps je t'avais pas vu là comme les autres là. J'écoutais pas vraiment à chaque semaine Denis Lévesque, mais hier soir j'ai écouté les 30 minutes à Denis Lévesque. Donc, que tu as passé à Denis Lévesque, à l'émission Denis Lévesque, à TVA. Et ensuite aussi, j'ai vu sur Google que tu as passé aussi à l'émission La Victoire de l'amour. Oui, Donc, c'est génial d'avoir fait ces deux émissions de télévision vraiment
très renommé, là. Félicitations. C'est vraiment Merci. c'est des beaux accomplissements, là. C'est pas tout le monde qui va à Denis Lévesque puis à la Victoire de l'amour qui est animée encore par Sylvain Charon, là. Donc, est-ce que, on va commencer par ça, étant donné que j'ai la bonne, puis on va parler du livre après. Est-ce que c'est vrai, je voulais toujours poser cette question-là. Est-ce que quand on passe à Denis Lévesque, est-ce que les gens nous reconnaissent dans la rue, dans le Ça supermarché? arrive. Ça arrive? Ah oui, ça arrive certainement. Comment Ah t'as oui. trouvé cette expérience-là? Euh, je suis touchée par son humanité à Monsieur Lévesque, qui Oui, m'a surprise d'abord parce que, il y a quand même le sens du spectacle. oui, C'est une émission très colorée, qu'il donnait à l'époque. Et puis, les quelques minutes avant qu'il me rencontre, il rencontrait quelqu'un d'autre avec une histoire farfelue. Et je me suis demandé ce que je faisais là. Je me disais, est-ce que je reste, est-ce que je tourne? Bref, je me suis assise devant lui, puis un personnage vraiment, ben, en fait, un humain, hein. oui, Derrière le personnage, il y a un grand homme avec oui, une vision de l'humanité assez sensible. oui, Ça m'a touchée de voir que, il avait lu mon livre, il avait fait oui, des annotations, il était, tu sais, vraiment, et ses questions étaient intéressantes. oui, Parce que, en fait, mon objectif d'avoir écrit ce livre-là, c'est principalement de pouvoir mettre une histoire, un nom vraiment derrière l'expérience statistique aux premières pages du Journal de Montréal. C'est-à-dire qu'on envoie de toutes les sortes des histoires comme celle-là, mais de vraiment mettre vu de l'intérieur, comment est-ce que c'est que de vivre la rue? Comment est-ce que c'est que d'essayer de s'en sortir? Parce que c'est pas la décision qui fait que ça a réussi. Là. Dans mon histoire, justement, j'y reviens à plusieurs reprises que ça aura pris plusieurs années avant de réussir à me reconstruire. oui, Et puis, M. Lévesque était très, très sensible de cet aspect-là, là. Donc, oui, ça a été une superbe expérience. Et puis, du côté de la victoire de l'amour et non pas les feux de l'amour, euh, la victoire de l'amour, bien, il y a vraiment un aspect spirituel à ma démarche oui, aussi. Et puis, je pense que ça rejoignait de ce côté-là là, l'objectif de cette émission-là et de vraiment partager des histoires de vie imprégnées de foi ou oui, de quelque chose de mystique dont on ne sait pas trop quoi mettre sur l'expérience, mais il y a vraisemblablement dans mon expérience de vie quelque chose qui n'est pas de mon ressort ou de ma propre volonté. Et j'en parle beaucoup dans mon livre où il y a eu des moments vraiment cruciaux dans ma vie, dans mon chemin de vie et de reconstruction, des moments que je ne peux pas, je peux pas dire que c'est par ma grâce à moi ou parce oui, que j'ai fait telle chose que ça a donné tel résultat. Il y a vraiment une grande partie de ma reconstruction et de ma résilience oui, qui appartient à la vie avec un grand V, je crois. oui, je pense que oui. Donc, et oui, Denis Lévesque, maintenant, il a son émission sur YouTube 9 millions, parce qu'on est rendu 9 millions de Québécois et de Québécoises, là, 9 millions de personnes qui habitent au Québec. Puis la victoire de l'amour aussi, c'était la chanson de... il y avait Étienne Drapeau qui avait chanté à cette émission-là. Donc, j'ai vu ça les quelques secondes sur Google, mais vraiment, félicitations. Donc, oui, tu es une personne résiliente parce que j'ai feuilleté le livre, j'ai lu des parties, j'ai aussi pris il y a des extraits, donc je voudrais qu'on en parle, de ton histoire. Donc, ça avait commencé. Tu es une personne résiliente. La résilience, c'est le fait de rebondir, qu'on a vécu des choses difficiles, une histoire de vie douloureuse, embarrassante ou traumatisante, là, triste et désolante, là, un événement de la vie qui t'a marqué. Puis ça avait commencé. En fin de compte, comment était ton enfance puis ton adolescence jusqu'à 16 ans? Parce qu'à 16 ans, là, on sait qu'il y a eu un point tournant. Puis là, avant l'entrevue, on s'est parlé sur Zoom avant que ce soit enregistré. Tu m'avais dit qu'il va y avoir un autre livre qui va sortir à l'automne, cet automne 2024. Ça veut Oui, dire quand ça va être déjà diffusé, cette émission de radio à l'automne, il devrait être chez un il bon devrait, libraire il près de chez devrait vous. être, et donc, ça serait bon pour ton livre aussi. Donc, ça serait un deuxième livre chez Béliveau Éditeur
qui va parler plus précisément, plus en profondeur de ton histoire de vie par rapport à ton enfance, c'est ça? C'est le point d'ancrage, c'est par rapport à mon enfance, mais le fil rouge, si on veut, le fil d'Ariane, c'est la question de la relation aux autres et au monde. Oui, C'est-à-dire que mon expérience de vie enfant, c'était la solitude. Je crois que j'étais habitée toute ma vie par un sentiment d'être étrangère à ceux qui m'entourent, que ce soit ma famille d'origine, à l'école, dans la cour de récréation, dans les activités extrascolaires, là, extracurriculaires. Je me sentais toujours étrangère, jamais la bonne réaction appropriée oui, à la situation. Et ce sentiment-là a vraiment grandi au fur et à mesure de mon enfance. Ça a créé des réactions et des comportements qu'on dirait inappropriés, si on veut, oui, avec des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour oui, m'accompagner là-dedans, mais n'avaient pas les outils pour une enfant avec des comportements euh, mésadaptée, en fait. J'étais une oui, mésadaptée depuis mon enfance. C'est pas la dépendance qui a fait de moi une mésadaptée, mais l'inverse, je oui, crois. je comprends. Et puis, donc, voilà, je parle de mon enfance au tout début du livre. Je parle aussi de mes placements en centre jeunesse que je n'ai pas Mhm, beaucoup abordé dans le premier. Donc, toute cette expérience-là de déracinement familial et de oui. sentiment d'être brisé et qu'on doit me réparer pour que j'arrive à être quelqu'un dont je n'ai pas envie d'être, mais bref, c'est voilà. Donc, vraiment, ma construction identitaire, je crois, c'est faite à partir d'expériences de désaffiliation, d'alliance. Je ne sais pas c'est quoi les bons mots Oui, je pour le comprends. nommer, mais Mais un déracinement d'une un certaine façon. déracinement, Ouais, tout c'est à ça. fait, à Ouais, je plusieurs comprends. endroits et événements de ma vie. Donc, j'aborde tout ça dans ce deuxième livre où je crois que je n'étais pas tout à fait prête lors du premier et que je voulais aussi surtout rejoindre les gens par rapport à la dépendance, puis donner de l'espoir aux gens qui la vivent ou à Oui. leurs proches de comprendre la difficulté d'être aux prises avec un problème de dépendance, alors que là, j'étais prête à aller, comme si la dépendance était le symptôme, mais là, j'étais prête à aller plus creux à qu'est-ce qui a créé cette dynamique-là chez moi dans ma vie. Mais c'est bien, vraiment, là. Ben, je te souhaite que ce soit un autre best-seller. En fin de compte, je suis sûr que ça le sera. Étant donné que le premier est déjà un best-seller, plus que 10 000 exemplaires vendus chez Béliveau Éditeur, L'Enfer d'une fille de rue. Donc, et par rapport à tes parents, et comme je l'ai entendu, je l'ai lu dans le livre, et à l'émission de Denis Lévesque, tu avais dit que ton père était toujours là, puis je te cite à la page 47, je vais juste lire un extrait. Pas, c'est moi, ça veut dire papa, c'est moi, c'est toi qui dis. Puis là, ton père répond, mon Dieu, Isabelle, t'es où? Ça fait des semaines qu'on te cherche partout. Je suis désolé, papa. Je pleure tellement que je n'arrive même plus à répondre à mon père, mort d'inquiétude. Isabelle, dis-moi t'es où et je vais te chercher. Donc Mhm. ça, c'était un amour inconditionnel, là, que tes parents et ton père, ta mère et ton père avaient, mais si tu parles de ton père, certains, là. Donc, mais c'est comme tu disais dans l'entrevue aussi, c'est que c'est difficile d'avoir un enfant qui est en feu, qui est dans la toxicomanie, dans la rue, etc. Puis Francine Ruet, c'est ça, elle avait aussi... Ruelle, Ruel, Madame excuse-moi, Ruelle. c'est ça, Francine Ruel. Je suis désolé aux auditeurs. Francine Ruel, Francine Ruel aussi, son fils, là, était dans... je pense qu'il... Je sais pas si c'est encore dans la rue, là, mais il était, là, puis c'est comme d'une certaine façon, les parents, ils peuvent pas comme contrôler cela. C'est difficile. C'est quand je m'arrête à y penser, évidemment, il y a un énorme sentiment de culpabilité qui Ouais. m'habite. J'ai des enfants aujourd'hui, je pourrais même pas imaginer la douleur que j'ai créée à mes parents de par cette expérience-là. Et pendant que j'étais aux prises et que j'y étais dans la rue et que je consommais tous les jours, j'avais aucune idée. Et en fait, je me souciais pas non plus de l'impact que ça avait sur les autres personnes. J'étais prise par ma propre expérience. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Ruel dans un Oui, salon du livre. Ça a été une rencontre incroyable. On a échangé, on a pleuré ensemble. oui, Euh,
de pouvoir exprimer chacune notre expérience d'une même problématique, en fait. Oui, Tu sais. Euh, c'est tellement, c'est tellement complexe, la dépendance et tout ce que ça entraîne vraiment et l'impact que ça a sur les proches. Tu sais. Donc, oui, à la suite de mon livre, je voulais donner, oui, de l'espoir aux gens, mais aussi en profiter pour expliquer aux proches, il n'y a rien qu'on peut faire. Il y a rien qu'on ouais, peut c'est ça. faire. C'est vraiment la personne et c'est comme tu le dis, Alex, c'est cette grande impuissance Oui, de voir quelqu'un que l'on aime se détruire, être en train de mourir, oui, puis il n'y a rien qu'on peut faire, même pas la loi de le P38 là, pour une hospitalisation contre le gré de la personne, pas avec oui. la dépendance. Tu sais. Non, c'est ça. C'est Voilà. vraiment de l'impuissance que les parents vivent comme Francine Ruel, c'est ça? Oui. Francine Ruel, il y avait aussi une série par rapport à un enfant qui est Mm. dans la rue, puis c'est par rapport aussi, ça s'est inspiré de son histoire de vie par rapport à son fils. Elle a passé aussi, je pense, à Tout le monde en parle. Donc, oui, on en a entendu parler dans les médias, dans les nouvelles. Et puis, donc, là, ce qui s'est passé, c'est que, donc, ton enfance, c'était relativement correct, là, c'était à l'adolescence que ça devenait plus difficile. Est-ce que tu penses que tu as vécu ta crise d'adolescence dès l'âge à partir de quel âge? Est-ce que tu avais cette crise d'adolescence-là? J'imagine que oui. Je pense que je l'ai vécu dans la trentaine, ma crise d'adolescence. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc, c'est là que ce qui s'est passé, c'est que on t'a mis dans un centre de jeunesse et là, Mhm. toi, tu t'es enfui. Oui, exactement, C'est parce ça. que dans mon sentiment, à cette époque-là, 16 ans, tu à, t'es enfui. C'est ça. à- ben, entre 14 et Ouais. 18 ans, en fait, il y a eu plusieurs placements, Ouais, il y a eu OK. plusieurs fugues, mais ma première expérience de placement à 14 ans que je raconte dans mon deuxième livre, Oui. ça a été le sentiment où c'est moi la victime et c'est moi qu'on enferme. Donc, il y a eu Oui. une revictimisation dans mon expérience intrinsèque, là, je Oui. dirais. Et puis, de révolte par rapport aux adultes et à la société et au système où c'est venu vraiment exploser comme un presto toute cette détresse qui m'habitait depuis toute petite, là, quand je dis toute petite, 3 4 ans, où j'arrivais pas à m'adapter à la vie ni familiale ni sociale. Donc, de me retrouver enfermée en centre jeunesse et de ne pas comprendre ce qu'on attend de moi, parce qu'évidemment, le langage n'est pas le même qu'à la maison, les attentes ne sont pas le même qu'à la maison, et qu'on me dise, Isabelle, tu es si brillante, arrête de jouer avec notre tête, comme si je manipulais les situations en disant, je ne comprends pas, quand on me disait d'exprimer mes émotions, c'est quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas le droit, moi, à la maison, d'être en colère. Et si je pleure, je vais pleurer pour quelque chose, tu sais. Donc, Ouais. c'est comme si j'arrivais dans une nouvelle planète où on me disait tout ce que tu as appris à faire, là, ben, mets ça aux poubelles puis fais autre chose, mais je ne sais pas comment le faire, là, autre chose. Et fait que ça aussi, ça l'a ajouté à mon sentiment d'étrangeté et d'incompétence de ne pas savoir être un être humain, pas Ouais. savoir comment exprimer de la joie, de la peine, de- d'apparaître au monde, en fait, tu sais. Ouais, je Donc, comprends. Mais voilà. c'est quelque Alors, chose dans les centres jeunesse parce que moi je l'ai pas encore dit en ondes, mais moi, j'ai été éducateur en immersion. Ça veut dire hmm, éducateur stagiaire pendant une semaine dans une unité de filles que je vais pas nommer, mais dans une unité de filles pour les 14 à 18 ans dans le milieu le plus sécuritaire au centre jeunesse de Montréal, là. J'ai été hmm, éducateur, en fin de compte, stagiaire, éducateur en immersion qu'on appelle. La cinquième journée, le vendredi, on est allé au Cascado, là, en tout cas, là. Mais ça veut dire mon tremblant. Mais ça, c'était quand même difficile de voir qu'il y a une telle souffrance. Je lisais les histoires de vie, des histoires de vie vraies, là, des récits de vie, là, dans le rapport. Mais c'est quelque chose, c'est frappant par rapport à leur enfance, leur adolescence, qu'est-ce que les travailleuses sociales écrivaient, comment c'était le rapport, c'est quelque chose. Donc toi, tu étais plusieurs fois, quelques fois placé, et là, à 16 ans, quand tu étais placé dans un centre jeunesse, c'est là qu'à 16 ans, tu as fait une fugue et tu t'es retrouvé dans la rue, c'est ça?
En fait, à 16 ans, j'ai été libérée de 2 ans d'ordonnance, là. Mon OK. premier placement était de 14 à 16 ans. J'ai fait quelques fugues, mais qui ne m'ont pas amenée dans la rue de Montréal. Oui, Mais à oui. ma sortie à 16 ans, on m'a envoyé vivre chez mon père qui n'avait jamais été en charge de moi et ma sœur. Donc, fait que je suis passée d'un milieu sécuritaire à un milieu de je fais ce que je veux à l'heure que je veux, où je Oui, veux. oui. Et à Montréal, moi qui avais grandi dans la banlieue de Montréal, alors j'ai découvert le centre-ville, j'ai aimé ça, et j'ai décidé que je ne rentrais plus à la maison. Puis j'ai rencontré des punks. Je me suis tout de suite identifiée Mais, à la grande liberté de ces oui. jeunes-là. Mm. Mais ça veut dire, à 16 ans, tu t'es retrouvée itinérante, mais dans ce cas-là, ben, est-ce que tes parents n'avaient pas comme appelé la police pour y a te retrouver dans la rue, là? Je veux dire, qu'est-ce qui Oui, s'est passé au juste? mais c'est la même question que M. Ouais, Lévesque c'est m'a ça. posée. Oui, exactement. Je sais, c'est spontané de ma part, mais tu sais, on y pense à ça tout de suite, là. Oui, mais voilà. Alors, on se rappellera que c'est fin 80, début 90, c'est Ouais, la guerre des motards. Les jeunes filles en fugue à Montréal, il y en a une et un autre. Et puis, je suis convaincue que les policiers faisaient leur travail, mais oui, sous un ordonnancement de priorité, je dirais, là. oui, Donc, quand les bombes explosaient dans les quartiers, c'est peut-être un peu plus prioritaire qu'une jeune fille en fugue, malheureusement, mais euh, il y a eu plusieurs arrestations entre 16 et 18 ans. Il y a eu oui. des retours en centre jeunesse. J'ai refugué des centres jeunesse. Ils m'ont retrouvé. Il y a eu beaucoup, beaucoup Moi, je d'allers-retours entre comprends. 14 et 18 ans. Voilà. Oui. Et la toxicomanie, tu avais commencé à prendre la cocaïne, t'avais quel âge? 16 ans. OK. C'est- Puis là, ça oui. prenait. Après combien de temps tu es devenue comme vraiment dépendante, là, accro à ça, là, à Ben, la moi, cocaïne? je pense que c'était immédiat. OK. Je le raconte aussi dans mon livre, ma première expérience. Je ne veux pas donner trop de détails parce qu'il y a des gens pour qui ça déclenche des Non, obsessions. Donc, s'il y a des non, non, c'est ça. dépendants qui Ils vont le écoutent, lire mais dans le livre, là. ouais, c'est ça. Ça On va va être pas voler suffisant. les punch non plus, là. C'est à eux autres Mais d'aller acheter le livre. merci. L'enfer d'une fille de rue sans abri, Vous en drogue, saurez prostitution et plus. violence. Et aujourd'hui, pendant qu'on enregistre, c'est le 12 août. En fin de compte, j'achète un livre québécois. Donc, ils peuvent le Alors, allez retrouver acheter encore. le mien. Alors, achetez le livre bellywoodster.com. Surtout les. Est-ce que c'est encore en librairie? Oui, c'est encore en Ah, librairie, génial! dans les grandes librairies, je Ouais, dirais, c'est là, bon. quand je me promène dans les grands centres. Aujourd'hui, je suis en Génial! Gaspésie, je le vois plus, mais Ouais, donc là, il y avait cette dépendance à la oui. cocaïne. Les gens ils sont capables de lire ça dans le livre. Mm. Et là, c'est que tu avais un manque d'argent aussi, là. C'est automatique. C'est pour C'est ça, la ça. réponse à ta question initiale, je pense que c'est immédiat parce C'est qu'après ça. ma première dose de cocaïne était extraordinaire comme expérience. Immédiatement après, j'ai eu ma première expérience de prostitution parce que je voulais tout de suite 20 pièces. Je voulais pas, Oui. parce qu'avant ça, moi, je quêtais pour manger, Oui, pour, tu oui. sais, mais là, ça me prenait 20 pièces tout de suite, là. Fait que c'était trop long de quêter. Je suis passée à la prostitution immédiatement, puis ça a été la suite de ma vie jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc, OK, tu de avais fait 16 ans à ça de 23 ans. 16 ans à 23 ans pendant ces temps. Mm. Et à 23 ans, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrivait que tu avais Ben, arrêté parce que. j'ai fait une surdose. Ah Je oui, me oui, suis c'est ça. réveillée à Oui, oui, l'hôpital. Mm. tu l'avais dit à Denis Lévesque, ça, je me rappelle. Donc là, il y avait, comme tu étais à l'hôpital, il y avait une lumière, puis là, tu avais dit, est-ce que je suis encore en vie, c'est ça? J'espère que je ne suis pas morte. C'est ça, Quelqu'un tu m'a avais dit. demandé si je savais où j'étais. J'ai dit, j'espère que je ne suis pas J'espère que morte. parce que tu vois la lumière, tu penses que t'es au ciel, au J'étais juste paradis. éblouie par des néons. C'est ça. Mais c'est là qu'elle t'avait dit, il faut que je reprenne ma vie en main, là. Oui, je voulais pas mourir dans une Mais ruelle. non, Je c'est venais de ça. prendre conscience que c'était possible, que mes parents savaient pas où j'étais, que tu sais, je voulais revoir mes parents avant de mourir, Ouais, ma sœur, je voulais vivre autre chose aussi avant de mourir. ouais, je comprends. Fait que Mais, c'était même pas un désir de mourir qui m'a amené vers la dépendance. Ça a vraiment été l'extase de l'expérience. ouais. Le goût de mourir est venu par la suite de ne pas réussir à m'en sortir. Et là, je me suis dit, mais si je ne réussis pas à m'en sortir, la vie ne vaut pas la peine, là. Je ne veux pas continuer comme ça un autre 5 ans, là. Ouais, je comprends. Mais l'itinérance au centre-ville de Montréal, ça devait être difficile, surtout en hiver, là.
Comment est-ce qu'on survit à cela? Mais est-ce que tu savais qu'il y avait des maisons, des hébergements, des centres d'hébergement qui pouvaient t'accueillir à -20, -30 quand il faisait tard, mais tu voulais pas y aller, c'est ça? Ben, il y a deux choses. Il y Ouais, a le fait qu'ils ne nous accueillent pas si on est en sevrage ou ouais, en état de consommation ouais, c'est parce qu'il y a ça. un risque médical. Ouais, Mais principalement, c'est que les ressources débordent. C'est pas un choix de ne pas y aller. Ils n'ont pas de ouais. place, ils n'ont Et pas de ça, ils ont pas de financement place. pour Ouais, je comprends. agrandir. Puis l'itinérance est en augmentation. Ils le disent depuis les années 80 qu'il manque d'argent et qu'il manque de place. Là, on est plusieurs années plus tard et puis Ouais, on le voit en ce moment dans aux nouvelles, là, comment le phénomène de l'itinérance n'a fait que multiplier là, depuis toutes ces années. Alors, oui, des fois, j'avais la chance d'aller dans des refuges. ouais, Un seul accepte les gens en état d'intoxication. C'était le bunker ouais. qui est associé là, au Bon Dieu dans la rue, qui n'est plus ça. Maintenant, c'est dans la rue tout court, je crois, Oui, oui, je pense que oui. parce que Pop s'est décédé, mais c'est une ressource qui a été construite dans mes dernières années de rue, là. J'en ai bénéficié à ce moment-là, mais sinon, pour les femmes, c'est assez difficile parce qu'il y en a aussi beaucoup moins que pour les hommes. Alors, c'est principalement tu sais, un client qui loue une chambre d'hôtel puis qui s'en va. Alors là, on peut rester à l'hôtel Ouais, jusqu'au lendemain. Des garde-robes dans des piqueries pour dormir en sécurité. ouais. Mais je me suis déjà endormie dans des bancs de neige aussi, là. Donc, Ouais, le je suis risque vraiment désolé que tu as d'hypothermie, vécu ça, là. Ça hmm, devait être difficile. Donc, très. ouais, c'est ça, il faut avoir de l'empathie, mais je suis content que tu t'en es sorti, puis que tu es capable d'en parler, puis d'écrire ces livres-là, de mettre un visage, en fin de compte, sur une personne qui a été itinérante, toxicomane, etc. Donc, à 23 ans, c'est là, à l'hôpital, t'as vu la lumière au bout Je du suis la tunnel, lumière. comme on dit, mais t'étais pas morte, Dieu soit loué. Et Ouais. là, tu t'es dit, il faut que je... Et là, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça Je suis vit... allée Ouais, j'ai vas-y. j'ai commencé par une désintoxication à l'hôpital De Saint-Luc parce que 14 jours, je pense, c'est ça? c'est ça, parce OK. que j'avais fait une transition vers l'héroïne, donc j'avais Ouais. Oh. besoin d'un un médicament de substitution. Et puis, à la suite de ça, je suis entrée en thérapie et ça a duré 1 an et demi. Là, la thérapie et la réinsertion sociale, là, je me sentais, tu sais, après 1 an, là, je me sentais pas prête à retourner dans la vraie vie. Puis à la suite de ça, je suis allée dans une maison d'hébergement là, qui fait partie des Auberges du Cœur du Québec qui m'ont accueillie. Puis j'avais pas conscience à quel point je savais pas vivre. Quand je Hmm. suis entrée en thérapie, là, moi, juste Ouais. de me lever le matin, de me coucher le soir, de me brosser les dents, de prendre une douche, ça faisait des années que je faisais plus ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment l'itinérance, c'est une expérience déshumanisante Oui. jusqu'aux besoins de base. Tu sais, c'est plus juste qu'on n'existe plus dans la société puis que les gens passent sans plus nous voir. Là. Ouais. C'est de la survivance à l'état pur. Ouais. Donc, d'arriver en thérapie, de côtoyer d'autres personnes, alors que dans l'itinérance, c'est beaucoup d'isolement. Il y a Oui. beaucoup de chocs, là. Il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent, Ouais. les personnalités, les réalités. Ça n'a pas été facile. Puis quand je suis arrivée à la maison d'hébergement, là, j'ai vraiment tissé des liens avec deux des intervenants en particulier qui, Oui. je sentais qu'ils croyaient en moi. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, que quelqu'un d'autre pouvait croire en moi. Alors, j'ai cru à eux qui croyaient en moi. Oui. Et puis, j'ai continué mon chemin. J'ai euh, fait du bénévolat, participé à des activités qui nous étaient offertes, mais dans lesquelles on pouvait prendre des responsabilités aussi. Et puis, voilà, alors un jour, j'ai appris qu'on pouvait rentrer à l'université à l'âge de 25 ans avec une Oui. expérience. Je leur ai demandé une lettre de recommandation et c'est là que j'ai été acceptée au certificat Oui. en intervention. Et j'ai réalisé que je pouvais réussir à l'école. Moi qui m'avais tu sais, brûlé toutes les cellules du cerveau, là, j'étais assez étonnée de ma réussite. Après avoir terminé mon certificat, j'ai commencé un deuxième certificat et là, je suis tombée en amour avec les phénomènes de groupe, les dynamiques de groupe, les Oui. Oui. relations.
Exactement. Donc, on va en parler pour tes études universitaires. En passant, on ne brûle pas nos neurones pendant qu'on prend des drogues, mais ça modifie le fonctionnement de la synapse, là, l'espace entre les deux neurones. Et en fin de compte, on sécrète de la vraie dopamine dans le cerveau quand on prend de la drogue. Donc, on veut augmenter le taux de dopamine de plus en plus. Donc, on fait en fin de compte de la tolérance, augmenter les doses de drogue de plus en plus fort pour ressentir l'effet désiré. Hmm. Les drogues psychotropes. J'ai enseigné ça dans les cégeps, au cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans, état de conscience dans le cours d'initiation à la psychologie. Donc, et là, en fin de compte, sur les dynamiques de groupe, tu as été inspiré, tu as lu par rapport au livre de Yves Saint-Arnaud. Exactement. Oui. Exactement, parce que tu sais que Yves Saint-Arnaud, c'est lui qui a validé le chapitre sur la dynamique de groupe dans mon Mais livre. voyons, Oui, vraiment. la psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, Hmm. ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué chez Béliveau Éditeur, qui a été publié en septembre 2017. Et là, on voit, c'est écrit, là, je sais pas si on le voit, mais c'est écrit Yves Saint-Arnaud, si tu le vois-tu en bas là, Mhm. Yves Oui, Saint-Arnaud en bas, Yves Saint-Arnaud en bas là, c'est oui, lui qui a validé le chapitre sur les dynamiques, le modèle du groupe optimal, des oui, petits groupes là, exactement. c'est la dynamique de groupe. Donc toi, Yves Saint-Arnaud, qui était en fin de compte un psychologue clinicien qui appartenait à l'ordre des psychologues du Québec, c'était un psychologue humaniste. Il a écrit les livres comme S'actualiser par des choix éclairés, etc. Là, il est à sa retraite, il n'est plus psychologue, mais il a écrit un livre sur la spiritualité il y a quelques années de ça. Je l'avais croisé au Salon du Livre de Montréal, puis je lui ai demandé s'il voulait en fin de compte valider le chapitre sur la dynamique de groupe là, par rapport à son modèle de groupe optimal, les 4 étapes. Donc, la naissance du groupe, la croissance du groupe, l'atteinte des objectifs, etc., la mort du groupe, la maturité Oui. du groupe, et puis la mort du groupe. Là. Donc, et, et là, OK, donc là, tu es allé au certificat, ensuite tu es allé au bac en communication, ça a bien été, puis là, il y a aussi, j'ai lu dans le livre, quand tu es allé pour la maîtrise. Donc, Oui. Ah, ça, c'est très drôle parce là, que oui, voilà, alors, tu sais, tout est pâté de ma capacité de réussir dans un contexte universitaire oui, avec un secondaire 3, je dois le dire, hein. Je n'avais oui, pas complété mon secondaire 5. oui. Et il y avait un prof qui avait dit à l'UQAM que était analphabète une personne avec un secondaire 3. Ben, j'ai dit, moi, avec ma moyenne de 3,9, je pense sur 4,2, là, Ouais. je me Oui, débrouille oui. assez bien. C'était- mais j'attendais toujours cette validation sociale. Oui. Je me rendais pas compte que j'étais moi-même aux prises dans des luttes de pouvoir. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup allumé chez Saint-Arnaud, là, cette question de lutte de pouvoir, soit pour le leadership, mais aussi dans la croissance du groupe. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se comprendre quand on se Oui. parle? Et ça, on vit ça beaucoup dans l'intervention psychosociale. Et donc, je termine mon bac. L'hiver suivant, je feuillette. Tu sais, je me dis, ah, j'aimerais ça, la maîtrise. J'ai vraiment du plaisir. Je suis en quête de sens. Et puis, je vois qu'à l'UQAM, à l'UQAR, pardon, à Oui. l'Université du Québec à Rimouski, il y a des gens qui ont collaboré avec Saint-Arnaud. Son nom m'échappe, Mais attends, là. c'est ça ce que je voulais te poser comme question parce que Oui, Yves Saint-Arnaud, c'était aussi, il avait enseigné en psychologie, je pense, à l'université de Sherbrooke, si je me une souviens, psychologie sociale en de psychologie l'Université de sociale à l'université de Sherbrooke. Et moi, j'ai amené au Cégep du Vieux-Montréal où j'ai enseigné pendant 4 ans le co-disciple, celui qui a travaillé avec Yves Saint-Arnaud. Est-ce que son prénom c'était Jean-François? Non, c'est Ok, Jean-Marc Pilon. ok, ok, donc c'est Jean-Marc pas lui. Pilon, Ok, c'est bon. qui s'intéressait aussi Oui, à toute la psychologie du travail et tout ça. oui, Donc, euh, je vois un peu les thèmes de recherche des enseignants de Rimouski et puis je fais que, bah, c'est clairement là que je dois m'inscrire. Alors, je fais une lettre de motivation concernant oui. les dynamiques de lutte de pouvoir dans les groupes de travail, etc., etc., en contexte d'intervention sociale. Et notre premier séminaire, l'enseignante nous dit, bon, tout ce que vous croyez savoir sur les études supérieures, vous faites une boule de papier avec Oui, ça, vous jetez ça aux poubelles, c'est pas ce que vous allez faire ici. oui, j'ai les livres. Les livres. Fermez les yeux, nous allons méditer. Pardon, qu'est-ce que je comprenais rien. Oui, je comprends. Choc vraiment là. Encore une fois, culturel, je me sens encore étrangère, c'est toujours la même dynamique qui se joue. Et
je crois encore aujourd'hui que c'était un clin d'œil de la vie quand je parlais d'événements qui ne sont pas de mon ressort, de me retrouver dans un programme d'études supérieures parce que je recherche la validation sociale, parce que je pense qu'avec un diplôme supérieur, on m'entendra mieux dans mes contextes professionnels, parce que j'aurai plus de connaissances. Et puis, je me retrouve parachutée dans un univers universitaire où c'est ma propre pratique qui est à l'étude et je glisse rapidement du regard professionnel vers le regard personnel. Toutes les luttes de pouvoir que j'ai vécues dans ma vie, ça devient assez rapidement centré sur des événements bouleversants de mon enfance et mon incapacité à me protéger, donc de voir l'autre comme une menace dans Mm. pratiquement toutes mes relations. Et puis de travailler, ça aura pris 10 ans pour moi de compléter ma maîtrise parce qu'à un moment de ma vie, je dois mettre ça sur pause parce que je n'allais pas bien. Oui. Et quand j'ai repris avec le regard, en fait, c'est une entrevue de Frédéric Lenoir à Tout le monde en parle où il parle du bonheur. Puis je fais comme, mais c'est exactement ça. C'était le pont manquant entre toutes mes douleurs et mes souffrances et puis ma capacité de résilience. Elle est centrée sur ma capacité à accueillir le bonheur dans, comme Oui. des bulles de savon, comme il dit. Et puis, tout ça pour vous dire, mon cher Alex, Oui. que quand je suis arrivée à la fin et que j'ai déposé mon mémoire, ce que j'ai compris, c'est que l'ensemble de mes expériences de vie en relation avec les autres étaient de la reconnaissance négative. Donc, à aucun moment, je pouvais apparaître. Mais encore une fois, c'est mon regard sur mes Oui. pratiques. Donc, c'est radicalement mon expérience. Oui. Mais tout de même, de comprendre ça, ça m'a aussi permis de cesser d'attendre cette reconnaissance extérieure en prenant conscience qu'elle est intrinsèque. Ma voie de passage, elle est par ma propre, j'ai ma propre validation, mon propre Je bonheur, comprends. mes bulles de savon. Et Oui. pour certaines personnes, ça peut sembler assez égocentrique, mais pour moi, ça a été la voie de passage. Aujourd'hui, je fais un peu de tout. Oui. Je relationne mieux que je relationnais. Mais vraiment, cette partie-là de ma vie, mes deux Oui. directrices, Madame Jeanne-Marie Girard, Diane Léger, sont des femmes extraordinaires qui font un travail incroyable d'accompagnement à la maîtrise Oui. auprès de tous les chercheurs de l'UQAR. Vraiment, il y a d'autres enseignants aussi, mais elles étaient mes directrices. J'ai une reconnaissance incalculable là, parce que ça a vraiment changé ma vie. Oui. Et depuis 7 ans, ça ne cesse que de s'améliorer parce que j'ai le sentiment que je porterai toujours cet enjeu-là de par mes Oui. expériences primaires. Donc, de mieux comprendre mes dynamiques me permet toujours de me développer, de m'approprier un peu plus d'aisance avec moi-même dans mes relations Oui. aux autres et Oui. dans le monde. Oui, je comprends. Et la préface de ton livre a été écrite, a été rédigée par Marie-Lie Brousseau, qui est en fin de compte psychosociologue, qui en fin de compte est aussi animatrice des radios à VM, là, ça veut dire Radio Ville-Marie. VM, Ville-Marie, Radio oui. VM, Radio Ville-Marie. Ben oui, je la connais d'un nom. Elle a aussi des gens en psychologie qui ont invité, là, qui sont dans le domaine Oui. de la psychologie, vraiment, là. Donc, je lis aussi la préface. Et en fin de compte, la collation des grades où tu étais enceinte puis tu étais en gougoune pour y aller, ça c'était à la maîtrise, c'est tout C'est ça? au bac. C'est Au au bac, bac. c'est ça. Alors là, tu es tombée tu as eu deux enfants. Tu es Oui. tombée enceinte à quel âge puis à quel âge? Ces deux grossesses-là? Mon premier enfant a 24 ans, donc tout de suite après ma thérapie, OK. je suis tombée enceinte. Ça a été vraiment un enfant, c'est un ange. Pour moi, ma Ouais. fille a été mon moteur de motivation à chercher à vivre mieux. Oui. Et par la suite, en 2006, là, voilà, donc je termine mon bac, je Oui. suis enceinte jusqu'aux Oui, oreilles, oui. il n'y a plus de souliers qui me font. Une belle photo de moi sur la scène en gougoune, En les pieds Google, oui, enflés. Ah, ouais, ouais. je rappelle. Donc, ces deux enfants-là, en fin de compte, c'est des cadeaux de la vie, en fin de compte. Et c'est ça, quand tu as eu ton premier enfant, tu ne voulais pas, en fin de compte, tu voulais pas que cet enfant vive ce que tu as vécu, là, d'une certaine façon, Ouais. ou le faire vivre à cet enfant-là ce que tu as déjà vécu, là.
c'est quelque chose. Et donc, tu donnes des conférences. Tu les as Oui, données où? Est-ce que tu en donnes encore? j'en donne encore, mais là, suite à mon déménagement, j'ai toute une campagne de publicité, là, de relations publiques à faire là, dans mon nouvel environnement. J'aime Ouais, bien les organismes communautaires, oui. les collèges, cégep, tout ça. Oui, J'en ai. tu as donné dans quel cégep? En fait, c'est Matane, c'est chez Groupe Collégia à Matane et Ah, puis OK. à Sainte-Anne-des-Monts. Oui. C'était pour des attestations d'études Oui, collégiales. Saint-Anne-des-Monts. Oui, c'est bon. Ouais. Saint-Agathe-des-Monts? Non, Sainte-Anne-des-Monts en Saint-Anne-des-Monts. OK, Gaspésie. c'est bon, c'est Oui, correct, c'est bon. Ah, c'est dans un autre bien. coin Oui, oui, Oui. c'est bien. Et là, comment on peut te rejoindre sur Ben, Facebook? sur Vas-y. mon Facebook, c'est l'enfer d'une fille de rue. Non, ça, c'est mon courriel, pardon. Donc, sur Oui. Facebook, c'est Isabelle Saint-Sauveur, auteure conférencière. Mon courriel, c'est l'enfer d'une fille de rue à commercial hotmail.com. Voilà, c'est les moyens principaux là, pour me rejoindre, soit pour des conférences ou pour partager une petite tranche de votre vie si vous avez envie ou Oui. des suggestions. J'aime beaucoup quand les gens me contactent pour échanger vraiment au plan humain. Oui. Donc, et puis c'est ça ce que tu avais dit aussi en entrevue à Denis Lévesque, que à un moment donné, tu as demandé à une personne quelle heure est-il, puis la personne avait crié au secours. Mais tu n'avais pas agressé cette personne-là du Non, tout. non, Donc, et c'est comme de la déshumanisation, là. c'est incroyable. Ça se fait petit à petit, mais éventuellement, on devient invisible. Ouais, Vraiment, c'est les ça. gens marchent, ne nous regardent pas, mais non seulement ne nous regardent pas, mais il y a plus rien, il y a plus personne qui valide notre existence. Donc, Oui, quand on rencontre un travailleur de rue une fois par semaine, ça devient un moment vraiment important. Donc, je dis souvent aux gens, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Vous ne voulez pas donner d'argent, vous ne voulez pas que les gens se droguent avec votre argent, mais si vous voulez lui offrir un repas, si vous voulez ouais, juste le saluer, dire ben bonjour, oui, bonne journée, ça va faire toute la différence dans la vie de ces gens-là. ouais. Donner de l'argent, c'est un choix très personnel, mais quand même de saluer l'être humain qui est là dans un état de détresse, là. Euh, Donc, toi, tu as vécu dans la rue plusieurs années, là. de Mais, 16 à 23 oh ans. my God, c'est quelque chose, hein? Mm. Mais ça devait être traumatisant, ce que tu as vécu, le stress post-traumatique. Oui, Oui, c'est oui, ça mais ce que je c'est pensais. difficile de le faire reconnaître dans une expérience choisie. OK. J'ai ben, c'est pas des collègues, mais je connais des personnes qui étaient dans mon entourage qui sont allées à l'IVAC et Oui, qui oui. ont des Avant, c'était le services. CAVAC, là. C'est ça, le CAVAC, IVAC, c'est la même chose? Je pourrais Je pas pense vous que dire. c'était le CAVAC. L'IVAC, c'est quoi? Dis-le. C'est quoi? C'est les. C'est le service d'indemnisation aux Oui, personnes victimes d'actes criminels parce oui, qu'évidemment, on en vit beaucoup oui. dans la rue, des Parce qu'à un agressions de moment donné, différents tu types. avais été frappé, là. À un moment donné, tu avais dit ça à Denis Lévesque aussi. Il y avait une Oui, agression physique que tu avais vécue, là. oui. Oui. À deux moments, j'ai failli mourir, là, My vraiment, God. parce que je me suis mis en danger. Et c'est ça, en fait, que les gens se disent souvent, puis je comprends de où ils viennent quand ils affirment que, mais oui, mais elle avait juste à pas se mettre dans cette situation-là. Mais Ça c'est facile à justifie pas la. juger. Ben oui. C'est, mais c'est de ne pas comprendre. Ouais, bon, vous êtes psychologue, Alex, Psychopédagogue, oui, psychopédagogue. psychopédagogue. Ouais, On le sait très bien quand on a tu sais, consulté un peu le DSM. La ouais, ouais. dépendance est une maladie mentale, donc il n'y a pas de sens. On ne peut pas Non, demander c'est ça. à un dépendant dans une phase active de dépendance de raisonner. Il ne raisonne Ben plus. non. Il n'y a plus personne au numéro que vous Ben avez oui. composé. Mais les gens ont toujours de la difficulté à comprendre les maladies mentales, les Oui. difficultés liées aux troubles de personnalité. Donc, euh, c'est pour ça, moi, que j'avais envie de raconter mon histoire, puis pas d'une façon ultra dramatique. C'est sûr qu'on a abordé des thèmes très dramatiques aujourd'hui, mais Oui. justement parce que je me suis réapproprié
cette histoire-là qui est la mienne parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner une voix. Hein. C'est ça que je Mm. dis un peu, là, je veux donner une voix aux gens qui sont passés par là pour Ouais, essayer de sensibiliser la population au fait que c'est pas simple et c'est pas facile. Puis, puis même une fois qu'on est bien décidé à arrêter, ça ne fait que commencer. Le ouais. parcours, c'est toute Ça une ne, ça, quête. ça ne fait que commencer parce que tu avais pensé que toutes les thérapies étaient derrière toi, la toxicomanie. Puis là, il y avait l'alcoolisme vers quel âge? Après ton Mhm. deuxième enfant, c'est tout ça? Oui, ben, juste avant, je suis Ouais, tombée ça va, ok. enceinte dans un épisode de ben tiens, je vais boire, j'ai jamais vu, ma vie C'est va ça, bien, je ouais, suis c'est ça. étudiante. Et puis, c'est drôle, je parlais de ça hier justement avec un groupe d'amis. Et Ouais, puis, je crois, et il n'y a pas une seule bonne façon de s'en sortir. Je crois que c'est ouais, vraiment la personne avec ses objectifs personnels. Mais moi, personnellement, j'ai choisi les programmes qui demandent l'abstinence complète parce que j'ai essayé de substituer l'alcool. J'ai essayé de substituer la drogue pour de l'alcool. Ça m'a ramené exactement à la même ouais. place. Il y a Je quelque comprends. chose dans mon cerveau qui décloche, Mais oui. excusez mon mauvais C'est français, mais correct. qui se déclenche Tu te et déclenches. qui... Oui, c'est de la dopamine. Là, t'avais besoin de Ah, dopamine, c'est ça. C'est de la c'est vraie dopamine. Mais incroyable. oui, je comprends. Mm. Donc, alcoolique, tu l'étais pendant combien de temps? Ça a duré un été OK, parce que je suis tombée enceinte. Puis là, j'ai fait mais ouais. est-ce que tu es allé à Alcoolique Anonyme comme tu es allé à Narcotique Anonyme? Non, ben, ça peut être très, ça peut créer une polémique, là, mais en fait, je crois pas qu'on est soit alcoolique, soit dépendant. Je crois qu'on est On dépendant. est Puis dépendant. Moi, je crois à ça. C'est une. indépendamment de la Ouais. substance ou Ouais, du tu es comportement addictif. dépendante aux substances psychotropes. Oui, je comprends. Mais tu avais fait les narcotiques anonymes, les 12 étapes. Oui, OK. Est-ce oui, que ça a aidé? Est-ce que tu le fais encore, les oui. rencontres? OK. Oui, c'est ça mon choix à moi. Tu sais, c'est un choix très personnel, puis je Ouais. pense qu'il y a différentes façons de s'en sortir, de choisir de vivre sa Ouais. vie, mais moi, je ne veux plus vivre le risque de mettre en danger ma vie, celle de mes enfants, Ouais. la vie que je me suis construite aujourd'hui. Et je pense que j'ai besoin de d'utiliser mon histoire. Il y a des gens qui disent, vas-tu Ouais. avoir besoin de faire du meeting toute ta vie? Je ne le sais pas, mais je sais que je peux donner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin parce que Ouais. jusqu'à aujourd'hui, je m'en sors. Mais j'ai aussi besoin de me souvenir d'où je viens parce qu'aujourd'hui, ma vie ressemble à rien de ces épisodes dysfonctionnels, là. Ouais. J'ai une carrière, j'ai une profession, j'ai mes enfants sont partis de la maison, j'ai des belles relations avec eux, j'ai une Oui. relation amoureuse dans laquelle Oui, je tu as suis refait ta vie bien. aussi. Oui, avec un amoureux. Donc, Oui, j'ai lu dans le livre. Oui. alors, euh, j'oublie parfois Oui. que j'ai été itinérante. J'oublie parfois que prendre un verre de vin pendant le souper, ça peut me ramener à me mettre une seringue dans le bras. Oui, je Alors, comprends. c'est pour ça que j'ai besoin, moi, d'aller dans les réunions encore Oui, aujourd'hui, il pour faut. partager mon histoire, Oui. puis pour entendre celle que les autres ont à partager. Parce que chaque personne a son histoire, puis on se reconnaît à travers les histoires des autres aussi. C'est pour Oui, cela que je voulais avoir les invités à l'émission Témoignages de vie. Moi aussi, je me suis reconnu dans certaines histoires de vie, comme les virages par rapport à la mhm, réorientation de carrière que Karen Larocque avait fait, qui était psychologue humaniste appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec, qui était psychologue clinicienne, qui est maintenant formatrice et en fin de compte simplement humain et autrice. Moi aussi, mhm. j'étais enseignant en psychologie, puis je suis maintenant animateur de radio, réorientation de carrière. J'espère aussi être animateur de télévision à un moment donné, très découvert. Mais sauf que on se reconnaît à travers les histoires de vie. Mhm. Donc, tu as rencontré ces préjugés-là. Et dans ton livre aussi, tu parles de la sérophobie parce qu'il veut pas, il y avait les échanges de seringues là, quand tu étais Mhm. itinérante. Donc, la sérophobie, tu l'as rencontrée comment? Tu la rencontres comment encore? C'est une de tes peurs. Hein? Je ne vais pas rentrer dans un sujet sensible, mais Ouais, non, c'est-tu ça va. difficile? Ça l'est plus. Ça l'est Ça l'est plus? OK. plus. Je pense que il y a beaucoup encore dans le milieu hospitalier, dépendamment de quel hôpital on fait affaire. Ouais, Là, tu sais, si je vais à McGill Center, ils ont une ouais, spécialisation en ouais, microbiologie. Là. Je me ouais, sens ouais. pas, je sens pas que les gens me reçoivent avec préjugés.
Mais quand je vais faire une prise de sang, par exemple, à quelque part, et qu'ils voient que c'est pour mes CD4 et puis Oui, ma charge virale la charge virale, oui. VIH, et que là, tout d'un coup, ils sortent les gants. Ouais, Moi, je exactement. suis comme, est-ce que tu devrais pas les mettre tout le temps ou Ouais, est-ce c'est que ça. tu Tu devrais devrais... toujours mettre les gars. Mais dans le livre, c'est vrai que tu en as parlé aussi que au début, tu n'avais pas pris de médicaments pendant 5 ans. Puis tu es resté en vie Mhm. en étant séropositif. C'est quelque chose, là. T'es quand même une personne qui est une survivante, là. Parce que dans le temps, Ah oui, moi, je te dis, je suis une étrangère dans tout, dans tous les domaines. Je suis pas comme parce les que les autres. médecins devaient être surpris que tu es vivante encore après 5 ans sans aucun médicament. Parce que dans le temps, il n'y avait pas la trithérapie, là, pour les gens qui Non. ont le VIH, là. C'est Ah, c'est ça. ça, effectivement. Puis quand j'ai voulu m'en sortir, puis que j'avais appris que j'étais séropositive, bon, Oui, sur le moment, j'ai rechuté. Puis oui, c'est à la oui. suite de ça, j'ai fait ma surdose. Mais en 94, j'avais 19 ans et on me donnait 5 ans d'espérance de vie. Je sais que ça paraît pas, mais je viens d'avoir 49 ans en Oui, juin, là. oui, Alors, le petit pied de nez à la félicitations. science de l'époque. Mais Oui, oui, je pense encore une fois qu'il y a quelque chose de la vie avec un grand oui, V qui ne dépend pas de moi. Il y a des non, moments dans ma vie où j'ai pris de mauvaises décisions et que oui. malgré tout, j'ai traversé les situations et ça dépend pas de moi, là. Mais Oh, aujourd'hui, je suis très rigoureuse avec ma médication. Pour moi, c'est important de m'assurer oui, que je fais tout en mon pouvoir de ce que je peux faire pour faire des meilleures décisions, des oui, meilleures je comprends. pratiques. Est-ce que parfois tu vas au centre-ville de Montréal? Est-ce que parfois tu vois des itinérants? Est-ce que ça te touche? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais voulu dire aux itinérants, aux gens qui côtoient les itinérants, les messages que tu aimerais dire? J'imagine que c'est difficile parce que c'est comme un reflet de ce que tu as vécu. Ça te ramène un peu à ton passé. Il y a comme plus que 30 ans de ça, là, mais La première fois que je suis retournée dans des quartiers où j'ai consommé, c'était en 2010. Je suis oui. aussi passée au franc-tireur. M. Martineau m'avait Oui! reçu à Oh, la suite. génial! Avec Richard Martineau, le Richard franc-tireur. Martineau. Oui, Oh, oui, wow, oui. c'est génial! Il avait fait une émission avec les jeunes punks Oui, itinérants. Puis c'était la première fois que je voyais M. Martineau sensible à l'écran, alors oui, qu'habituellement, il est plutôt sarcastique oui, et oui, cinglant, si on oui. veut, même. Puis là, je l'avais trouvé vraiment très c'est reality check, comme on dit en anglais. Là. Ils venaient Oui, de comprendre que, OK, c'est vraiment difficile ce que ces jeunes-là vivent. Ils n'ont pas un chien pour le plaisir, c'est pour se garder au chaud en hiver dans un sac de couchage, ça fait plus de chaleur. Puis, bref. Alors, j'ai écrit à l'émission pour leur dire que moi, je m'en étais sortie, puis bravo, M. Martineau, d'avoir été approfondir le sujet. Tout ça, ils m'ont invité. Et ils avaient choisi comme lieu d'entrevue un sous-sol d'un édifice du plateau Mont-Royal en oui. désaffecté. Et puis pour m'y rendre, il a fallu que je passe par Hochelaga, Maisonneuve. Bref, Oui. j'étais pas bien. J'étais Ouais, je vraiment comprends. là dans un état de Reviviscence, réminiscence. Oui, reviviscence, voilà. ben oui. Alors, on parlait de choc post-traumatique tout à l'heure. C'était la première fois que je remettais les pieds. Là, je sentais les odeurs, je me souvenais de My God. moments. Ça a été très difficile. Donc, je suis arrivée à l'entrevue dans cette fébrilité émotionnelle-là. Oui, Mais quand même, je suis très contente et satisfaite de l'entrevue oui. qu'on a eue. Ça a été de beaux échanges. Euh, Puis ensuite, la seconde fois, c'est en 2020 quand je suis allée voir Marie-Lou pour une entrevue, Marie-Lou Brousseau, dont on parlait tout à l'heure à la radio de Ah, Ville-Marie. tu as été à son émission de radio à Ah oui, Ville-Marie, en à toute Radio primeur, Ville-Marie. Ah oui, parce que, Marie-Lou oui. est une amie maintenant. Ben oui, ça fait des années qu'elle a son émission, là. Oui. Ouais. Et puis, donc encore une fois, là, C'était je en quelle année repasserai l'émission? C'était en quelle année l'émission? 2020, Ok, parfait. Oui. février, je crois, là, ils Ok. ont les archives Bon, des oui. entrevues pour les gens qui sont intéressés. Euh, Mais déjà, là, je pense qu'écrire le livre, ça m'a permis de sortir une partie Oui. de, je sais pas, là, comme une poussière qui me restait à l'intérieur par rapport à ce moment-là. Puis maintenant, je suis très loin de Montréal, je suis en Gaspésie. Et dans la ville où je fais mes courses, il y a une femme Oui. qui est itinérante là, et je donne de l'argent, ça me va pour moi. Je le disais tantôt, c'est une décision très personnelle, Oui, mais c'est vrai. pour moi, c'est un contact humain, c'est
c'est une possibilité pour moi de rendre ce que j'ai reçu. Il y a des gens qui m'ont Oui. donné de l'argent, il y a des gens qui m'ont aidé que je ne pourrai jamais remercier parce que je ne me souviens pas de qui ils sont. Puis pour moi, cette femme-là, elle est vraiment un symbole d'une vie passée et puis c'est à mon tour de redonner maintenant. Oui, je comprends. Parlons de Fugueuse. Il y avait Fugueuse à la télévision. Moi, j'avais vu la saison 1 puis la saison 2 de Fugueuse. Pendant que tu étais à Denis Lévesque et tu as passé à l'émission de Denis Lévesque à la télévision à TVA, c'est là on a déjà vu, il y avait l'émission Fugueuse. Est-ce que tu as vu la saison 1 de Fugueuse et la saison 2 de Fugueuse? Tu l'as pas vu? Je regarde pas la Ah, télé. mais parce que toi, tu l'avais pas, je sais que tu l'avais dit, tu étais indépendante comme pour la prostitution, tu n'avais pas de Oui. proxénète, ça, donc tu ne pouvais pas t'identifier par rapport à Fugueuse qui avait fait. Et il y avait aussi un livre qui a été écrit à la suite de l'émission de la télésérie Fugueuse. Et si ma fille fuguait? Qui Mhm. était vraiment un beau livre, qui était un grand succès. Et si ma fille fuguait, parce que les parents, c'est difficile pour eux tu sais, de vivre ça, là. C'est certain, il faut se mettre à la place de l'autre et de comprendre. Donc aujourd'hui, un message d'espoir. Qu'est-ce que tu aimerais dire au grand public? Un ou deux messages que tu aimerais communiquer aujourd'hui? Ben, je voudrais surtout donner de l'espoir aux gens. C'est Ouais, possible ouais, de vivre une vie épanouie et épanouissante oui, sans consommer et gardons un peu d'humanité pour oui, toutes les personnes qui vivent une situation différente de la nôtre. oui. Oui, c'est vrai parce que c'est que j'essaie de trouver le. Il y avait à un moment donné, tu avais dit, et tu avais dit, il y avait un extrait où tu avais dit que tu avais compris que c'était possible. Attends une seconde, j'essaie de. La marraine, Ouais, tu veux dire? c'est ça. Non, attends, c'est ça. Oui. C'est ça. J'ai accepté à la page. C'est à la page. Je l'ai trouvé à la page 196. J'aimerais lire quand même un extrait. Quand je suis arrivé à NA, Narcotique Anonyme, j'avais l'ouverture d'esprit du désespoir. J'ai été ouverte à n'importe quelle proposition pour m'en sortir. On m'a présenté les 12 étapes. On m'a suggéré de trouver une marraine pour me guider dans ces étapes. On m'a dit que ceux qui assistent régulièrement à une réunion demeurent abstinents. J'ai accepté toutes ces suggestions et j'ai découvert, avec le temps, que la vie est belle sans consommer. Ce qui n'était pas mon opinion en arrivant. Mhm. Pour la première fois dans ma vie, j'ai créé des liens significatifs. Donc, c'est ça que je voulais lire. J'ai découvert avec le temps que la vie est belle sans consommer. C'était une belle découverte que tu avais fait, là. Puis ça t'a sauvé la vie parce que, tu sais, on sait pas avec les overdoses, qu'est-ce qui peut arriver, là, pour la toxicomanie, là. Il y a des gens qui n'ont pas survécu non plus, là. Mhm. Oui, effectivement. Mais le mal-être qu'on ressent quand on n'est pas en état de consommation, quand Ouais, on est dans une phase active de dépendance, est souvent plus grand que tous les risques associés. C'est- ouais, c'est- Donc, de choisir d'arrêter de consommer, c'est aussi accepter de ressentir ce mal-être-là ouais, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, là. ouais, Mais c'est pour ça que moi, j'adhère à cette fraternité où je ne suis plus seule. Je n'ai ouais, pas besoin de vivre ce mal-être-là tout seul. ouais, Je peux parler à quelqu'un, je peux aller à une réunion, je peux. Il y a plusieurs suggestions, là, que c'est pas moi qui le dis, c'est eux. D'ailleurs, je ne voudrais pas non plus ben, en tout cas, c'est sensible un peu, là, c'est-à-dire que je ne devrais pas nécessairement discuter tant que ça de narcotiques anonymes dans les ouais. médias. Je veux juste que les gens sachent que ça existe, Ça qu'ils existe, peuvent il y a les aller 12 chercher de étapes, ça l'aide. aide. Oui, Voilà. c'est Mais certain. Ben oui, je comprends. c'est c'est le mal-être qu'on Ouais, ressent qu'il faut juste accepter de le ressentir. ouais. Puis Puis, ouais, plus la dernière dose est loin, ouais, moins on la ressent. ouais, Et plus la vie, on découvre des ouais, nouvelles émotions, ouais, des activités intéressantes. La joie de vivre se réinstalle, puis ça nous apparaît impossible parce qu'on ouais, a envie de mourir quand on ouais. est.
quand on est là, là. Parce que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai jamais, mais j'ai même pas pris de marijuana dans ma vie, ni de cigarette, là. Donc, j'ai jamais consommé des drogues. Mais, je veux dire, les gens ne comprennent pas que aussi la cocaïne, c'est que la personne se sent toute puissante, en fin de compte, que rien est invincible, que rien ne peut la toucher. Et c'est ça ce que les gens comprennent. Il faut qu'ils comprennent aussi que c'est par rapport à la neurochimie du cerveau. Parce que rendu à la 10e fois que la personne a pris de la cocaïne, son cerveau ne sécrète pas autant de dopamine comparé à la 3e fois. Donc, il faut qu'elle augmente les doses de plus en plus fort pour ressentir l'effet désiré, la tolérance, parce qu'il y a de la vraie dopamine qui est sécrétée, puis ça alterne, en fin de compte, le fonctionnement de la synapse, là. Donc, Mhm. c'est vraiment, c'est au niveau de la neurochimie du cerveau. Écoute, on va devoir terminer l'entrevue parce que ça fait déjà Ah, 60 minutes. J'essaie de ne pas en faire plus que 60 parce que parfois j'ai dépassé le temps puis pas à peu près. Donc, mais c'était vraiment génial comme entrevue. J'ai beaucoup aimé lire ton livre, le parcourir, lire des extraits. Merci infiniment d'avoir été une invitée à l'émission Témoignages de vie. J'ai beaucoup apprécié que tu avais accepté. Je t'en félicite pour ce beau livre best-seller. Je le montre encore à l'écran. L'enfer d'une fille de rue, sans-abri, drogue, prostitution, violence, histoire vécue, chez Béliveau Éditeur, écrit par Isabelle Saint-Sauveur. Je te souhaite vraiment de belles conférences, un nouveau beau livre qui sera aussi un best-seller, j'en suis certain. Et puis, merci. vraiment, c'est une personne rayonnante, résiliente, tu as vécu des choses difficiles et tu en es sorti. Et tu as vraiment fait des belles études. Félicitations aussi, parce que tu n'es plus la même personne. On te reconnaît vraiment comme rayonnante et résiliente, que tu as survécu à ça. C'est vraiment un beau message d'espoir que tu donnes aux gens aussi du visage de l'ex-itinérante que tu étais, etc. Là, donc, l'ex-toxicomane, etc. Donc, merci vraiment. J'ai beaucoup aimé cette entrevue. Donc, j'invite tout le monde à lire ton livre, à l'acheter sur Internet, d'aller dans les librairies l'acheter ou le commander en librairie s'il n'est pas là, et de te rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. J'espère te croiser à un moment donné dans un salon du livre à Montréal, peut-être pour ton prochain livre. Donc, voilà. Est-ce que tu aimerais dire une dernière chose à nos auditeurs? Ben, je veux te remercier, Alex. Ton Oui, émission est vraiment formidable. Quels beaux humains tu reçois. Et oui, puis, c'est toujours inspirant d'écouter tes invités. oui, Merci C'est important le travail que tu fais, de faire rayonner la oui, part humaine. On oublie ça parfois. Alors, oui, voilà, j'avais simplement envie de te remercier puis de m'avoir permis de peut-être toucher de nouvelles personnes oui, par le biais de ton émission là, oui, pour transmettre un peu d'espoir justement aux gens puis un peu oui. d'humanité. Oui, merci. Étant donné que tu as fait tellement de belles émissions de télévision, les francs-tireurs, je rappelle, la victoire de l'amour, puis Denis Lévesque, c'était mon temps de te recevoir comme animateur. Merci infiniment à tout le monde d'avoir écouté cette émission à témoignage de vie. Merci encore, Isabelle Saint-Sauveur. Je vous souhaite de bien vous porter. Soyez heureux, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Merci, au revoir tout le monde. Bye.